Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la 60e conférence des parlementaires du Commonwealth se poursuit au Cameroun. L'objectif de cette rencontre est pour les participants de trouver des solutions aux défis que doivent relever les pays membres de cette organisation. L'unité du Mali et son intégrité territoriale sont au cœur des préoccupations du gouvernement malien. Le Premier ministre Moussa Mara le martèle et appelle à plus de fermeté vis-à-vis des mouvements rebelles qui sévissent ponctuellement au Mali. Au Burkina Faso, le dialogue initié entre le pouvoir et la classe politique s'est soldé par un échec. Les divergences portant sur la question de la modification de la Constitution n'ont pu être surmontées. Le président kényan Uhuru Kenyatta répondra ce mercredi à la convocation de la Cour pénale internationale. Il se rendra à La Haye, aux Pays-Bas, pour l'audience sur un éventuel report de son procès pour crime contre l'humanité. Une précision tout de même, Uhuru Kenyatta sera le premier chef d'État en exercice à comparaître devant cette Cour. William Ruto, le vice-président, sera désigné président en exercice durant ce bref séjour à La Haye. Au Cameroun, il n'est pas question de comparution, mais plutôt de concertation. Près de 800 parlementaires du Commonwealth tentent depuis lundi à Yaoundé de trouver des moyens visant à renforcer la démocratie et la bonne gouvernance, améliorer les conditions de vie des populations et promouvoir l'égalité des genres dans l'optique de l'agenda post-2015. Reportage de Narcisse Ndoumbe, notre correspondant au Cameroun. Yaoundé, la capitale camerounaise, accueille depuis ce lundi la 60e conférence des parlementaires du Commonwealth. 800 délégués venus de 53 pays se concertent sur le repositionnement du Commonwealth dans l'optique de l'agenda de développement post-2015. Les questions de paix et de sécurité sont également présentes au centre des débats. Des défis que le chef de l'État camerounais, Paul Biya, invite à affronter avec fermeté. Votre conférence se tient dans un contexte international marqué par la persistance de nombreux foyers de tension. Plusieurs points du globe demeurent encore le théâtre de crises politiques, économiques et sociales. Par votre présence, vous affirmez et réaffirmez votre détermination à faire face aux défis dont notre siècle est porteur. Du côté des parlementaires africains, on considère le thème de cette conférence comme une invitation à œuvrer pour relever les nombreux défis qui interpellent leur pays. C'est le défi de la démocratie, parce que vous savez que nos démocraties sont encore fragiles et en pleine construction, donc il faut les relever. C'est également, comme l'a dit le président Paul Biya tout à l'heure, des défis sociaux. La population pense que le Parlement est là, travaille de façon opaque. Donc il y a très peu de transparence, les parlementaires ne représentent que leurs intérêts. Mais ça, ce sont des défis que le Parlement doit relever par les temps qui courent. Vous savez qu'on n'a pas atteint les objectifs du millénaire, donc il faudrait quand même que cette organisation aide les pays membres à se repositionner. Pendant une semaine, les délégués axeront leurs travaux en atelier sur 8 thématiques essentielles. L'une des plus attendues concerne les droits des femmes à l'insertion socio-professionnelle, en vue de promouvoir l'équilibre des genres. Les chefs d'État de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin se sont réunis ce mardi à Niamey, au Niger. Cet événement a eu lieu dans le cadre d'un sommet extraordinaire sur la vie de l'organisation, la paix et la sécurité. Cette commission a pour information plusieurs missions, notamment la gestion durable et équitable du lac Tchad, la préservation des écosystèmes, la promotion de l'intégration et la préservation de la paix et de la sécurité transfrontalière dans le bassin du lac Tchad. Et de sécurité, il a été question lors du discours du président du Niger, Mahamadou Issoufou. Une stratégie commune et un concept opérationnel commun doivent nous permettre de mieux mutualiser nos capacités de renseignement et nos capacités opérationnelles. Nous devons aussi réfléchir sur les relations entre l'unité régionale de fusion et de renseignement et l'état-major opérationnel, ainsi que sur la nécessité d'une intensification des patrouilles coordonnées, conjointes ou simultanées, dans des formats bilatéraux ou multilatéraux. Notre stratégie de lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad doit aussi être soutenue par une véritable politique d'entraide judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme et le banditisme.
Au Mali, il est question de plus de fermeté vis-à-vis des groupes armés du nord du pays. Le Premier ministre Moussa Mara appelle à prendre des mesures visant à désarmer ces groupes rebelles, tout en insistant sur la place à accorder aux territoires du nord afin de favoriser leur développement. Ibrahim Ndiaye. Des mesures vigoureuses pour que le désarmement des rebelles du nord Mali soit une réalité. C'est le vœu du Premier ministre malien Moussa Mara. Il demande une plus grande mobilisation afin de désarmer les hommes en armes qui ne sont pas des forces armées régulières maliennes. Un résultat qui devrait être obtenu grâce au processus de paix en cours. Autre priorité des autorités de Bamako, la question de l'intégrité territoriale du Mali, qui doit rester, selon le Premier ministre, un et indivisible. Nous, justement, on déconstruit d'abord ce postulat. L'Azawad ne correspond pas à une entité. Aujourd'hui, le nord de notre pays accueille 3 régions. 3 régions dont les composantes ethniques, les composantes religieuses, la population sont hétérogènes et ne se reconnaissent pas en une entité unique. L'essentiel pour le Premier ministre du Mali, Moussa Mara, c'est de définir les moyens et pouvoirs à donner au territoire afin de favoriser le développement local. Une réforme territoriale et administrative qui n'est pas une option, mais un impératif. C'est pourquoi nous avons souhaité, plutôt que de dire parlons du nord de notre pays comme d'une entité, regardons dans le fond qu'est-ce que nous pouvons faire de manière concrète pour que les régions de notre pays, principalement les régions du nord, puissent avoir une gouvernance, des mesures institutionnelles qui puissent permettre aux communautés qui y vivent de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir engager à travers leurs représentants légitimes les voies du développement, les voies de la prise en compte de leurs particularismes et qu'ils puissent simplement vivre sur ces territoires-là comme ils ont vécu depuis des siècles et des siècles dans la paix, dans l'entente, dans l'unité, à l'intérieur d'un Mali un et indivisible. Pour nous, c'est le plus important. Donc le fond est le plus important que la forme. Statut, fédération, autonomie ou autre, laissons les mots de côté. Définition, qu'est-ce qu'il faut donner comme pouvoir, comme moyen, comme ressources aux territoires, aux communautés, pour pouvoir prendre en charge l'essentiel de leur développement. C'est de ça dont il s'agit et c'est ce qui fonde un peu l'offre de paix que le gouvernement a formulée aux médiateurs dans le cadre du processus d'Alger. L'attaque de ce vendredi 3 octobre qui a provoqué la mort de 9 soldats de la MINUSMA, tous des Nigériens, montre plus que jamais que le combat contre les groupes armés est loin d'être gagné. Un objectif que Bamako n'a pas perdu de vue. Outre le dialogue politique, les autorités ont lancé un appel aux forces alliées afin d'accentuer leur offensive contre les islamistes pour une sécurisation de la région. Au Burkina Faso, le dialogue initié par le président Blaise Compaoré avec l'ensemble de la classe politique a pris fin. Le processus n'a pas abouti, mais a priori, d'autres formes d'échange devraient être développées dans les mois à venir. Les divergences autour du projet de référendum visant à modifier la Constitution sont par ailleurs toujours d'actualité. Reportage de Wendiam Valentin Compaoré. Le 23 septembre dernier, le président du Faso Blaise Compaoré convoquait la classe politique au palais de Kosiam. Objectif, discuter des questions de révision ou non de la Constitution, ainsi que de la possibilité d'installer le Sénat inscrit dans la Constitution. Après plusieurs jours de discussions et de négociations entre les acteurs de la majorité et de l'opposition, ce dialogue vient d'échouer. Et pour cause, les divergences des points de vue sont grandes. Selon la majorité présidentielle, l'opposition est comptable de cet échec. C'est vrai que c'est une décision qui était pour nous brusque, mais c'est une décision qui ne nous surprend pas. Elle ne nous surprend pas puisque même avant de venir au dialogue inclusif initié par le président du Faso, certains membres de l'opposition, certains nouveaux opposants avaient même déjà déclaré que l'opposition venait pour réaffirmer ses positions. L'opposition politique se défend. Pour elle, le dialogue d'accord, mais le respect de la Constitution d'abord. Et pour cela, le président Blaise Compaoré, dont le mandat constitutionnel court jusqu'en novembre 2015, ne doit plus briguer un 5e mandat.
L'opposition politique n'a pas décliné l'offre de dialogue et de concertation. L'opposition politique a maintes fois exprimé à ses interlocuteurs sa pleine disponibilité à participer à un éventuel dialogue sur la situation nationale. Par conséquent, elle avait bien accueilli en son temps l'offre de dialogue inclusif initiée par le président du Faso lui-même, dans l'espoir que ce dialogue obtiendrait des résultats qui permettraient de préserver la paix et la cohésion sociale. Elle tient à exprimer sa profonde déception quant à la volonté clairement affichée par le président du Faso d'aller au référendum en se basant sur n'importe quel prétexte. Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences de la modification de l'article 37 de notre Constitution par un passage en force programmé. C'est la deuxième fois qu'un dialogue de la classe politique burkinabé échoue depuis le début de l'année. En février-mars dernier, une équipe de personnalités s'était auto-saisie pour juguler cette crise. Mais les parties prenantes n'avaient pas trouvé un consensus de sortie de crise. Et revenons au Cameroun pour parler d'une rencontre qui se tiendra à Douala, cette fois-ci les 9 et 10 octobre, celle du groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, qui organise une réunion ayant pour but de créer une dynamique de coopération et de partenariat entre les différentes organisations patronales. Ibrahim Ndiaye. La première rencontre entre les organisations membres de l'UNIPAS, l'Union des patronats d'Afrique centrale, et de la FOPAO, la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, aura lieu les 9 et 10 octobre 2014 au siège du GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun à Douala, sous le thème de la contribution du patronat à l'émergence de l'Afrique. Pour le président du groupement interpatronal du Cameroun, André Futso, cette rencontre de Douala comporte de nombreux enjeux. Cette rencontre de Douala nourrit simplement trois ambitions. Il s'agit simplement d'abord, pour les secteurs privés de nos pays, de mobiliser autant que possible nos ressources dans tous les projets communs qui peuvent concerner nos entreprises. Il s'agit également de créer une plateforme pour développer des partenariats d'affaires pour nos entreprises. Et enfin, la troisième ambition de cette première rencontre de cette nature, il faut le rappeler, c'est de permettre également de renforcer les capacités d'influence de nos différents patronats, de manière à ce qu'ils soient véritablement une voie contournable pour l'émergence de nos économies. Pour cela, les patronats souhaitent renforcer le partenariat secteur privé et secteur public pour une meilleure impulsion de la croissance économique sur le continent. Nous disons qu'aujourd'hui, nous devons nous mobiliser au niveau de chacun de nos pays pour accélérer la croissance. C'est une mobilisation qui appelle toutes les forces vives, aussi bien du secteur privé, naturellement, que du secteur public. Nous disons que nous devons créer de véritables synergies pour que nos entreprises puissent s'en sortir au niveau non seulement de nos pays, mais également au niveau régional, sous-régional, régional et même au niveau continental. Et donc, nous avons considéré que les patronats africains doivent dans le même sens se mobiliser et prendre maintenant les devants pour impulser une nouvelle dynamique d'intégration qui associe les entreprises. Rappelons que le GICAM, groupement interpatronal du Cameroun, a été créé en 1957. Il compte aujourd'hui près de 250 membres, entreprises, associations et syndicats professionnels. Son poids économique est estimé à environ 68% du produit intérieur brut du Cameroun. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight.